arc-en-ciel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Mesdames et messieurs, comme ça a été annoncé et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre ami, son Excellence, c'est Ahmed Ben Mustafa. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour, merci pour l'invitation et mes salutations aux auditeurs de Radio Pluriel. Écoutez, merci à vous, Excellence Ahmed Ben Mustafa. Il faut bien préciser à notre auditoire que Ahmed Ben Mustafa est un ancien diplomate retraité depuis 2012, enseignant, chercheur en histoire de la diplomatie et des relations internationales, spécialiste des dossiers d'ordre stratégique, dont en particulier les rapports Nord-Sud et les relations de partenariat entre les deux rives de la Méditerranée, Maghreb, Union européenne, chroniqueur, analyste politique, mais aussi il est auteur de plusieurs ouvrages. Son Excellence, la première d'événements majeurs qui a connu la Tunisie, c'est cette 30e sommet arabe de Tunis où il n'y avait pas un consensus déjà par présence d'autres chefs d'État. Il y avait quelques chefs d'État, mais pas la totalité des chefs d'État arabes. Selon vous, tout simplement dans un premier temps, que vous inspire-t-il ce boycott ou absence, ou comment on peut l'interpréter, d'un certain nombre de chefs d'État qui n'ont pas accepté de participer à un sommet et dans un moment pareil? En fait, il n'y a pas... on n'est pas très surpris par le niveau de représentation, même si comparé aux autres sommets, on peut dire que en Tunisie, on a eu la présence de certains chefs d'État, disons l'Égypte entre autres, qui à la dernière minute donc a participé au niveau du président. Mais ce qui importe, c'est que nous ne sommes pas surpris dans la mesure où l'état des relations inter-arabes n'est pas bon. Il faut le dire clairement, aussi bien dans la région, dans la région du Golfe, où depuis 2017, depuis 2017, les dissensions ont atteint un point de non-retour, n'est-ce pas? Vous vous rappelez qu'il était même question d'envahir en quelque sorte le Qatar. Vous vous rappelez comment les choses se sont déroulées. Donc depuis, il y a eu les relations sont très tendues. Et vous savez que les pays du Golfe jouent un rôle considérable, très influent, disons, au sein de la Ligue, puisque ce sont les principaux pays pourvoyeurs qui financent en quelque sorte. Et il est de tradition. Vous parlez de la Ligue arabe. Ces pays-là ont une grande influence sur la Ligue arabe et les décisions de la Ligue arabe. Donc c'est un peu le contexte général ne se prête pas à ce que le niveau de participation soit. D'ailleurs, vous vous rappelez que le ministre de Qatar a quitté la réunion avant même de présenter son discours en quelque sorte. Il n'était pas d'accord avec ce qui a été dit dans le discours du secrétaire général de la Ligue arabe, qui avait mis en avant il avait interpellé l'Iran et la Turquie, considérés comme étant des pays qui interfèrent dans les affaires du monde arabe. C'est un peu la position qui est en ce moment invoquée, oui. Et les pays, l'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe contre la Turquie. Contre la Turquie et l'Iran aussi. Donc, ils considèrent que, et ce qui est encore plus grave, c'est que cet axe a changé, si vous voulez, de sa vision stratégique. Il ne considère plus
que les Israéliens et la cause palestinienne sont le principal problème qu'il convient de traiter, hein, mais que la source de danger, c'est l'Iran, hein, ce qu'ils appellent l'interventionnisme de l'Iran dans les affaires arabes, et ils sont allés même jusqu'à certaines... Vous savez que la vague de normalisation des relations entre Israël et certains pays du Golfe est très avancée. Donc tout le monde le sait. Certains pays, même, on peut citer une déclaration du secrétaire comment dire de secrétaire le vice-ministre des Émirats Arabes Unis qui parle même qui dit que il n'y a plus de solution. La solution des deux États en Palestine n'est plus possible. Et il faut accepter le fait accompli en quelque sorte. Et on parle bien sûr en ce moment beaucoup de ce qu'on appelle la transaction du siècle, n'est-ce pas? Qui serait. C'est pourquoi d'ailleurs au niveau du sommet, on a beaucoup parlé de récupérer en quelque sorte le dossier palestinien et d'essayer on a aussi parlé de la décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le Golan. Et ils se sont mis d'accord pour entreprendre une action au sein des instances onusiennes, c'est-à-dire indirectement, il y a une sorte de consensus pour retirer le dossier, si vous voulez, en quelque sorte, des États-Unis, hein, de ne plus considérer les États-Unis comme une partie, quelqu'un qui pourrait contribuer donc positivement et de façon neutre à solutionner ce problème, et essayer Vous savez que les pays arabes pratiquement se sont dessaisis du dossier depuis 2002. 2002, lors du sommet de Beyrouth, où ils ont présenté leur fameuse initiative. Par la suite, ils ont réitéré cette initiative de paix qui consiste à proposer aux Israéliens une reconnaissance totale et une normalisation totale des relations en échange de la création d'un État palestinien dans les frontières de 67 et la récupération par les pays, la Syrie entre autres, et le Liban de leurs territoires occupés. Excellent. À l'époque, excellent, s'il vous plaît. Oui. Il y a une question là, vous êtes en train de me dire comme quoi, tout simplement, voilà ce qui a été proposé à ces pays arabes qu'ils ont apparemment accepté et qui défendent ces idées, même au sein du sommet arabe. C'est quoi la raison qui les a poussés à accepter? À accepter quoi? Ce que vous venez de citer, comme quoi, simplement, ils défendent. Je dis que c'est en date, le consensus, en quelque sorte, au sujet du Golan, provient du fait que les Palestiniens, qui ont beaucoup travaillé avant le sommet auprès de la Tunisie, ils se sont beaucoup déployés parce qu'ils ont peur, ils craignent beaucoup le fait que les pays arabes seraient en passe de les abandonner en quelque sorte à leur sort et de ne plus les soutenir dans leur parce qu'à un moment donné il était même question que les pays arabes avaient donné leur accord en quelque sorte, certains pays du Golfe auraient même donné leur accord à ce qu'on appelle la transaction du siècle. D'accord. Et les Israéliens avaient même fait état d'alliance. Ils parlent de l'alliance déjà, d'une alliance et même de conflits ouverts avec l'Iran, avec le soutien de certains pays arabes. Donc voilà un peu le contexte global ce qui démontre. Les pays arabes ont tenu lors de ce sommet à si vous voulez, enlever cette impression de complicité et de connivence. Je pense que ce message-là, ils ont essayé de donner un peu l'impression que sur ce dossier-là, il y a un minimum de cohésion. Mais je pense que
c'est un sentiment au niveau, certains pays arabes sont allés un peu loin, si vous voulez, dans les relations avec les Israéliens. Et en fait, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Ceci dit, il faut parler aussi de la position des Palestiniens. Les Palestiniens, dans ce sommet-là, ils ont bien sûr réclamé des aides financières mais le président Abbas a, pour la première fois, à mon sens, moi j'ai écouté avec attention ce qu'il a dit, il a fait allusion à des changements dans la politique palestinienne, dans le sens, si vous voulez, il a dit, nous allons prendre des décisions importantes, nous n'allons pas quitter notre pays comme les autres fois, nous ne ferons pas les mêmes erreurs. Donc, par allusion, il laisse entendre que les Palestiniens considèrent qu'il n'y a plus de processus de paix et que, il a dit d'ailleurs, il a dit aussi que les États-Unis ne sont plus un partenaire donc, dans cette affaire et que les Palestiniens allaient passer à autre chose, c'est-à-dire une sorte de politique de résistance, une forme sans préciser quelle forme de résistance, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que le président palestinien n'est pas pour, si vous voulez, le conflit armé avec les Israéliens, ça c'est clair. Mais il parle, d'ailleurs Nabil Shah, il a fait une interview avant justement le sommet à un journal donc tunisien, et il a parlé, il a dit on ne va plus courir derrière Sarab, c'est-à-dire les chimères, on va plus courir comme ça derrière donc il est clair que pour les Palestiniens ils seraient en quelque sorte en train de changer de position pour éventuellement contraindre les autres pays arabes à changer de cap, c'est-à-dire à les soutenir dans un contexte minimum, si vous voulez. Transposer à nouveau le dossier au Conseil de sécurité pour essayer de contrer la stratégie américaine, n'est-ce pas? Parce que les Américains s'apprêtent normalement à annoncer officiellement leur initiative, ce qu'ils considèrent la transaction du siècle. Donc là, nous en sommes un peu là sur le dossier palestinien. Donc c'est un peu l'attente indéfinie. On ne sait pas trop, parce que les Palestiniens sont toujours hésitants, n'est-ce pas, sur ce point-là. Ils ont peur de franchir certains pas, parce qu'ils sentent que le soutien, si soutien il y a du côté arabe, il est mou, n'est-ce pas? Il n'est pas efficace. Ce que vous venez de citer au départ, donc presque il n'y a plus de soutien, à part les autres pays qui sont fidèles par rapport à ce soutien, comme la Jordanie bien entendu, comme le cas des pays du Maghreb, autour de la Palestine. D'après ce que vous êtes en train de m'expliquer, les gens ces pays, ils ont opté par une autre politique vis-à-vis de l'État hébreu. La question qui s'impose, et je vais la répéter si vous le permettez, pourquoi ce changement d'attitude chez ces pays arabes vis-à-vis de l'État d'Israël? En fait, ce n'est pas un changement, parce qu'il y avait. Est-ce que l'affaire de Jamal, les pays du Golfe, il y a une nouvelle génération, n'est-ce pas, justement, de nouveaux dirigeants dans les pays du Golfe, les jeunes princes, qui ont une vision totalement différente de leurs aînés. Vous vous rappelez à un moment donné, lorsque les pays arabes ont pour la première fois sont pour la première fois entrés en conflit avec les Israéliens en 73, et qu'ils ont même utilisé l'arme du pétrole à l'époque, l'Arabie Saoudite avait manifesté son soutien, mais elle avait même puni en quelque sorte les États-Unis et les pays qui avaient soutenu. Nous sommes bien sûr très très loin de tout ça. Depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu la première et la deuxième guerre du Golfe. Donc, il y a un changement majeur dans la vision stratégique, si vous voulez, des nouveaux émirs du Golfe. En ce qui concerne les sources de menaces, ils pensent qu'ils font face à des menaces existentielles de la part de l'Iran. Et ils
donc ils sont et là ils sont très proches, si vous voulez, des néoconservateurs américains qui ont, parce que là il ne faut pas perdre de vue en ce qui concerne l'Iran, quand l'Iran est resté sous embargo, si vous voulez, blacklisté pendant 10 ans, ils ont résisté. En 2015, il y a eu le fameux donc l'accord avec les États-Unis et les pays occidentaux. Maintenant, les néoconservateurs sont revenus en force aux États-Unis. Ils essaient de remettre ça en cause de connivence avec les Israéliens, n'est-ce pas, qui cherchent le conflit, qui parlent même de guerre ouverte. Et on observe en fait une régression de la légitimité et même des instituts de l'ONU. Donc ce qui se passe malheureusement, c'est que ce qu'on appelle la légalité internationale a beaucoup régressé. D'accord. Vous voyez un peu ce qui se passe aussi du côté du Venezuela. On parle de changer des régimes comme ça, ouvertement. Il y a même des guerres indirectes qui sont donc indirectement. Ça nous rappelle un peu la période après l'effondrement de l'Union soviétique, et dans le monde unipolaire qui a débuté à cette époque-là, les États-Unis se sont permis de marginaliser en quelque sorte les Nations Unies et de faire en sorte, de façon unilatérale, de renverser des régimes. Et d'ailleurs, les pays arabes ont payé une note très lourde dans ce contexte-là. Vous voyez ce qui s'est passé en Libye. Bien sûr, la Libye et la Syrie. La Syrie. Il y a une question. Ce qui s'est passé en Syrie après la vague des soulèvements. Excellence. Excellence, s'il vous plaît. Parce que il y a le temps qui presse, et c'est vrai ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est un petit peu le climat géopolitique, grosso modo à travers le monde, et comme quoi il y a ça. Il y a cette situation qui est un petit peu confuse, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais il y a une question qui s'impose. On constate comme quoi simplement, mis à part cette situation, on constate qu'il y a une course à ce qu'on appelle au leadership, notamment des pays de Golfe saoudien et émiratis, par rapport à d'autres pays, notamment au Maghreb, le cas du Maroc qui est en train de subir une pression quand même considérable par l'intermédiaire de ces deux pays. Tout le monde en parle. Et récemment, on a parlé aussi d'une pression qui exerce encore en Mauritanie. Est-ce que cela signifie comme quoi, tout simplement, il y a une volonté de se mettre la quasi-totalité du pays, du monde arabe, à cette vision des pays du Golfe, qui est une vision qui leur concerne de près parce qu'elle parle du conflit iranien et aussi la présence turque, mais les pays du Maghreb sont loin par rapport à l'Iran, sont loin par rapport à la Turquie. Mais, et juste à notre point de taille, et on le vit actuellement ici en Europe, il y a une course aussi sur le plan religieux. Donc, il y a des salafistes et des new-salafistes qui essaient de marquer le coup et d'instaurer un certain système et un certain parrainage sur les musulmans d'Europe, et d'autres aussi sur ce qu'on appelle l'influence de l'islam consulaire en Europe. Donc, vous ne croyez pas sur un plan géopolitique et un plan géostratégique, autant qu'observateur, autant comme d'expérience sur le plan diplomatique, comme quoi on n'est plus sur les sujets régaliens, mais par contre on est sur une course bien déterminante. D'influence. Voilà. Une course d'influence au sein du monde arabe, n'est-ce pas? Moi, je pense que effectivement les pays du Golfe cherchent. D'ailleurs, vous vous rappelez que les pays du Golfe ont obtenu même des pays arabes, ont créé l'AQS en décembre 2015, avant un axe entre certains pays arabes. D'ailleurs, la Tunisie et le Maroc faisaient partie de cet axe, mais le Maroc est sorti. C'était dirigé en prévision dans le cadre du conflit au Yémen, n'est-ce pas? Bien sûr. En fait, moi, je pense que ce sont les pays occidentaux et les pays, et les États-Unis en particulier, qui sont derrière tout ça,
qui influent, parce qu'ils ont bien entendu une influence considérable sur les pays du Golfe. Oui, l'intérêt. Selon vous, c'est quoi l'intérêt des États-Unis? Qui essayent de manipuler un peu la scène politique arabe dans le sens de ce qu'ils considèrent comme étant leurs intérêts stratégiques. Je voudrais signaler à ce propos, vous savez que les pays du Golfe, je pense qu'il y a un autre élément géopolitique qui compte dans ce qui se passe dans l'attitude des pays du Golfe. Ces pays, il y a un penseur stratégique qui s'appelle, quand j'ai travaillé en tant qu'ambassadeur aux Émirats, donc je pense il s'agit d'un connu, il s'appelle Nefisi, Abdallah Nefisi. Alors lui, il pense que les pays du Golfe, compte tenu des équilibres démographiques, parce que d'ailleurs il pense que ce qui s'est passé après la guerre de 73, voyez-vous, ce qui s'est passé après la guerre de 73 est très important. Les pays occidentaux ont ressenti le danger que représentaient les pays arabes quand ils étaient unis, en quelque sorte. Vous vous rendez compte, pour eux c'était une crise, et comme pour les pays occidentaux, le coût des sources d'énergie, ils doivent le maîtriser parce que ça compte beaucoup, le coût bas, voyez-vous, et l'exploitation des ressources pétrolières à prix bas, c'est un élément très important pour les multinationales, notamment, les multinationales Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que les pays occidentaux ont changé de stratégie, ils ont mis même au point donc toute une stratégie de contrôle de ces pays, et même sur le plan démographique, ils ont fait en sorte que, en quelque sorte, en ce moment, il y a un grand problème de déséquilibre démographique à un point tel que certains pays ont perdu leur identité arabe, n'est-ce pas? Quand vous vous rendez compte que dans des pays comme les Émirats, 80% sont des étrangers, il en est également... alors, Abdallah Nefisi, il rappelle ce qui s'est passé en Malaisie, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, Singapour faisait partie de la Malaisie. Alors, elle a été détachée, on a provoqué un référendum, il y avait une minorité chrétienne, on a provoqué un référendum pour détacher Singapour de la Malaisie. Il dit, qu'est-ce qui empêche en ce moment les pays occidentaux de faire la même chose si nous montrons que nous ne sommes pas des élèves studieux et soumis. Alors, il parle comme ça. Donc, il est connu pour être téméraire et en marge, mais vous voyez que ces transformations-là comptent. Et sont un outil de pression énorme aux mains des pays occidentaux, vous savez. Quand on voit ça, on est effaré, parce que il y a un problème d'identité, et le mouvement des populations est en ce moment l'un des facteurs qui est utilisé, n'est-ce pas? Je voudrais évoquer le pacte de Marrakech qui a été signé le 18 décembre dernier, où on fait le lien entre, si vous voulez, les mouvements migratoires contrôlés, réguliers, et la mondialisation économique. On dit que ces mouvements-là sont, qui peut être nord-sud du sud-nord, démographiques sont en train de créer des outils dans le cadre de ce pacte de Marrakech, mérite une émission à lui seul. Je sais écoutez, pourquoi pas c'est très important. Pourquoi pas? Parce qu'on parle, il s'agit de provoquer des migrations sélectives. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment avec la Tunisie, dans le cadre des rapports de partenariat et l'ALECA. Ils ont signé ce qu'on appelle le partenariat pour la mobilité, le partenariat pour la jeunesse. Et en ce moment, il y a un mouvement migratoire très important des compétences tunisiennes en direction de l'Europe. Donc, c'est sélectif. Ils prennent ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont des problèmes démographiques là-bas. Ils ont un manque, cette guerre des esprits en quelque sorte. Donc, ils prennent et en revanche, ce qu'ils appellent l'immigration clandestine, ils nous font assumer la responsabilité. Donc la guerre démographique, ce qu'on pourrait appeler la guerre démographique, qui n'est pas visible, n'est-ce pas, mais qui existe. D'accord. Parce qu'on peut changer
la composante démographique dans un pays et modifier son identité et même, si vous voulez, le soustraire à son identité initiale. C'est ce qui s'est passé. Une récente question, si vous le permettez, Excellence, comme vous le savez, j'ai encore 2 intervenants après vous. Une question qui concerne la Tunisie, parce que c'est très important aussi, parce que vous le savez, cette émission est suivie par un grand nombre de Maghrébins. Donc, et il y a une question qui circule, et je vous la pose en tant que responsable, surtout à un activiste et aussi un homme qui a connu le rouage du pouvoir et qui suit les choses de près. Est-ce que le dernier sommet de Tunis a provoqué un changement quelconque dans la relation tuniso-marocaine avec la pression saoudienne? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Vous savez, il y a des constantes au Maghreb. Les pays du Maghreb, quelles que soient les conditions, ne peuvent pas aller au-delà de certains seuils, même s'il y a un froid, en quelque sorte, parfois dans les relations, mais vous savez, au Maghreb, les dirigeants sont beaucoup plus mûrs, sont beaucoup plus responsables, je pense même, et ils ont une vision ils savent que les pays maghrébins ont beaucoup d'affinités communes, heureusement d'ailleurs, et sont exposés au même danger aussi. Malheureusement, les problèmes en ce moment ne laissent pas les pays maghrébins comment dire, coordonner leurs efforts, mais moi je pense que l'avenir du monde arabe se fera au Maghreb, ça incontestablement. Et les petites, il y a quelques divergences bien sûr sur parfois le Maroc a tendance à croire que la Tunisie est plus proche de l'Algérie, etc. Mais dans la réalité des faits, cela n'influe pas sur le fond des relations qui demeure le socle des relations intra-maghrébines est bon, foncièrement bon. Écoutez, rendez-vous pris, si vous l'acceptez bien, puisque vous avez parlé de cette pacte de Marrakech, pourquoi pas, dans les prochains jours, qu'on fixe un rendez-vous par rapport à ce pacte et de parler son enjeu, parce que on parle du sud-nord, mais aussi il y a nord-sud. Il faut tenir compte de ce flux migratoire, j'ose dire, comme vous l'avez bien dit, par rapport à ces pays du Golfe qui sont, à titre d'exemple, vous avez parlé de 80%. Les problèmes démographiques dans le monde arabe et qui ont été actionnés en quelque sorte et provoqués. D'accord. Ça mérite. Eh ben, c'est avec un grand plaisir, son Excellence, c'est Ahmed Ben Mustafa. تحية صادقة لكل لجميع التونسيين اللي في الاستماع. مع السلامة أخي. Je vous remercie infiniment vraiment pour cette opportunité et j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger sur tous les sujets. Inch'Allah. Inch'Allah. مع السلامة أخي. إن شاء الله وعشر مبروك ورمضان كريم إن شاء الله للشعب التونسي قاطبة. مع السلامة سيدي. مع السلامة. شكرا. Arc-en-ciel.